Bonjour, docteur Congolego. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous ce matin pour l'ouverture de cet événement. Et voilà, nous sommes voilà, très ravis. Je vous donne la parole pour voilà, votre mot aussi pour l'initiative. Oui, oui. Vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. Et je commencerai par remercier l'équipe de Citadel, l'université virtuelle et tous les acteurs qui ont concouru à ce que cet événement ait lieu. L'intelligence artificielle aujourd'hui est un domaine très, très important et je pense que nous devons, nous jeunes Africains, nous intéresser à cela. Et comme c'est un domaine qui évolue très rapidement, cela veut dire que nous devons avoir des cadres de réflexion, des cadres comme ce cadre-là, de réflexion, de partage d'idées, mais aussi de partage d'expériences, voilà, afin de créer une certaine synergie d'action pour pouvoir évoluer dans ce domaine et avoir notre mot à dire dans ce domaine que, je le répète, avance à grands pas. Donc, vraiment, pour moi, c'est un honneur et en même temps un privilège pour moi d'être ici avec vous. Et je ferai l'effort d'être là toute la semaine pour les différentes activités. Voilà, mais déjà à l'ouverture, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ok, très bien, très bien. Donc, merci beaucoup, docteur, pour ces mots d'encouragement. Comme il a bien souligné, il y a aujourd'hui, en plein effort, une position avoir notre dans plusieurs domaines. À notre niveau, pratiquement dans tous les secteurs, on a encore je dirais en fait, je ne dirais pas que rien n'est encore fait, mais on a encore beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités en fait à saisir. Et voilà, ce sont des événements comme celui-ci, peut-être qui peut encourager les gens aussi à voir, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement en fonction des problématiques qui seront soulevées en fonction de ce qui est fait ailleurs, déjà fait ailleurs, et qu'est-ce qu'ils peuvent en fait, qu'est-ce que nous pouvons nous approprier, ne serait-ce que ce qui existe déjà, pour implémenter au niveau local et voilà, bénéficier aussi de, de ces nouvelles technologies et promouvoir le développement. Voilà, un développement durable. Voilà, vraiment durable dans tous les secteurs. Voilà, donc, je ne sais pas si. Oui, et docteur Convolo, si vous voulez ajouter un mot avant qu'on ne passe au prochain. Non, c'est bon. Allez-y. Je suis là. Merci. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, très bien. OK. Merci beaucoup. Et voilà, une fois de plus pour cette invitation. Aujourd'hui, je vais parler un peu de l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'industrie du luxe et l'impact justement de cette intelligence artificielle sur le futur de l'emploi. Alors, beaucoup de gens le savent déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, on l'associe très souvent avec perte d'emploi que génération d'emploi. Donc, il sied vraiment d'éclaircir un peu. Et aussi, comme je suis dans le domaine du luxe, les organisateurs ont voulu que je partage un peu mon expérience là-dessus. Et donc, c'est pour cela qu'on a combiné les deux. Voilà. Mais de prime abord, je vais juste donner une brève introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Wenkouni Moïse Convolo et je travaille pour le groupe LVMH dans les parfumeries Christian Dior.
Comme background, j'ai traversé carrément le domaine informatique de manière transversale depuis le développement jusqu'au low-level programming, les compilateurs, en passant par les super ordinateurs et pour aboutir dans les systèmes distribués et le cloud. Pour la petite histoire, en 2018, quand je cherchais une bourse pour aller faire ce qui était appelé système distribué à l'époque, et le cloud venait, le mot cloud venait d'être publié. Il se trouvait que Larry Ellison, qui est le CEO d'Oracle, disait que c'était une stupidité. Alors aujourd'hui, c'est le cloud qui fait vraiment le plus grand revenu chez Amazon et aussi chez Oracle. Donc, pour la petite histoire, moi, je suis parti pour le système distribué et le cloud, bien même que je ne savais pas si le cloud allait être quelque chose de très prisé. Voilà. Et donc, je me suis intéressé surtout au niveau des data centers qui sont géographiquement distribués. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de défi sécuritaire en tant que tel. Le grand défi, c'était surtout, est-ce que c'est possible de faire tourner une application à grande échelle sur plusieurs data centers? Voilà. Donc, c'était le challenge là-bas. Et vers la fin de mon doctorat, voilà, j'ai embrassé l'intelligence artificielle. Donc, j'ai les deux casquettes, cloud et big data et puis intelligence artificielle. Côté intelligence artificielle, je suis dans les algorithmes qui sont inspirés du cerveau humain. Par définition, de manière ramassée, on dira que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de méthodologies qui permettent à la machine d'apprendre pour pouvoir raisonner comme un être humain. Et donc, moi, je me suis inspiré de ce côté. Je ne sais pas s'il y a des échos, mais c'est... C'est bon? Oui, c'est bon ici, ouais. OK, merci beaucoup. Voilà, je pense que ça sert. Donc, je me suis inspiré voilà, de comment le cerveau humain fonctionne pour faire mes recherches. Et donc, c'est surtout basé sur le comportement humain. Et donc, les applications se retrouvent également sur le comportement humain. J'ai eu cette opportunité de travailler pour Rakuten. Beaucoup de gens ont connu Rakuten à cause de l'équipe du Barça, le sponsor de l'équipe du Barça. Et j'avais la charge de donner clients là-bas avec environ 1,2 milliard d'utilisateurs, notamment ceux qui utilisent Viber, par exemple. Voilà, on a pu intégrer tous les utilisateurs de Viber de Rakuten. J'ai travaillé également pour une entreprise qui s'appelle Treasure Data, qui est basée au niveau de la Silicon Valley. Et là-bas, j'avais la charge des systèmes cloud et puis des données. Et on avait environ 2 milliards de profils. Voilà. Donc, en somme, ça veut dire que j'ai eu cette opportunité de travailler sur au moins une personne sur 7 sur la planète, si je peux dire, en termes de volume de profil d'utilisateurs que directement ou indirectement, mes équipes ont pu travailler sur les données. Et maintenant, je suis au niveau du groupe LVMH. Et depuis d'abord, quand je prenais fonction, j'avais déjà dit que c'est un défi pour moi. Un défi parce que le domaine du luxe est différent du domaine du e-commerce traditionnel. Voilà. Donc, le domaine du luxe est un peu un domaine particulier, vu, par exemple, les types de produits, la qualité des clients voilà, que nous avons. Donc, le luxe se définit de manière simple, mais aussi de manière compliquée. Et de manière simple parce que quand on dit luxe, on voit automatiquement le prix qui est très élevé, qui n'est pas accessible à tout le monde. Quand on dit que quelque chose est un luxe pour quelqu'un, ça veut dire que c'est inaccessible.
Mais au-delà de ça, c'est une question de prestige, une question de statut, mais aussi une question de valeur, d'héritage, voilà, qu'on porte à un certain nombre de produits. Voilà. Donc, les clients du luxe, c'est des clients qui veulent se démarquer, voilà, en portant des vêtements, des sacs, des parfums, des montres d'une certaine grande valeur et se faire plaisir. Maintenant, à propos de LVMH, pour ceux qui ne connaissent pas LVMH, LVMH, c'est le plus grand groupe de luxe au monde, avec plus de 75 marques. Nous les appelons en interne des maisons. Je sais qu'au Burkina, au moins, on connaît bien Moet, Champagne. On connaît également Louis Vuitton, Dior. Mais il y a d'autres marques peut-être qui peuvent nous échapper. Il y a par exemple Tiffany Co. pour le diamant, les bagues. Il y a également Kenzo pour les sacs, pour les habits. Et vous avez également Bulgari pour les parfums, ainsi de suite. Donc, il y a carrément plusieurs gammes de produits qui se trouvent à l'intérieur du groupe. Donc, LVMH, c'est un groupe et le chiffre d'affaires en 2022 s'élève à 79,2 milliards d'euros. Cela vous donne une indication de la taille de l'entreprise. Bien évidemment, ces informations sont des informations que vous pouvez trouver sur le site de LVMH, raison pour laquelle je peux les présenter ici. Donc, de manière générale, nous sommes dans les vins, les champagnes, tout ce qui est cosmétique, les montres, voilà, tous les sacs, les chaussures, voilà, ainsi de suite, même dans l'hôtellerie. Pour le moment, je me focalise sur les parfumeries Christian Dior. Et j'aime cette citation de M. Dior, voilà, qui dit que les femmes, avec leurs instincts sûrs, voilà, ont réalisé que son intention était de les rendre non seulement plus belles, mais aussi plus heureuses. Voilà, donc ça, c'est la citation phare de Christian Dior que voilà, l'entreprise utilise comme DNA. À l'intérieur de Christian Dior, vous avez deux grandes parties. La partie couture, haute couture, et la partie parfumerie. Dans la partie parfumerie, on a trois axes. Il y a les soins de beauté, les soins de la peau. Il y a également les maquillages. Et enfin, troisième axe, les parfums. Voilà. Donc, c'est tout ça qui forme les parfumeries Christian Dior. L'intelligence artificielle dans le domaine du luxe. Je parle du domaine du luxe de manière générale, pas seulement dans le groupe LVMH. D'abord, il faut savoir que le luxe est dominé par les femmes. Et si vous regardez, par exemple, dans les pays asiatiques où les grandes marques de luxe font leurs bénéfices, ce sont les femmes qui dépensent plus. Et cela peut s'expliquer. D'abord, dans l'économie de manière générale est dominée par les femmes. Même chez nous, en Afrique, le marché était dominé par la femme. Et c'est la femme qui faisait les courses et pour elle-même et pour toute la famille. Aujourd'hui, on assiste à une situation où en Asie, il y a moins d'enfants. Donc, les femmes ont moins de, disons, personnes à prendre en charge. Les femmes se marient un peu plus tard, plus tôt. Donc, elles ont plus de temps pour s'occuper de leur carrière, ainsi de suite. Ce qui fait que les femmes ont plus de revenus, disposent de plus de revenus pour leurs dépenses. Et donc, les femmes commencent, dans les observations que nous avons pu trouver, les femmes commencent à se faire des cadeaux,
Avant, c'était les hommes qui achetaient des cadeaux pour les femmes, mais on remarque de plus en plus qu'en Asie, plus spécifiquement, elles arrivent parce qu'elle a eu un nouveau boulot, parce que voilà, c'est la fête de Saint-Valentin. Elle n'a pas de Valentin. Elle se fait plaisir en s'achetant quelque chose, voilà, de luxe. Et en termes de valeur, ça, c'est une valeur moyenne qu'on donne au niveau du luxe. Ça va de 300 € à plus de millions d'euros que individuellement, voilà, certains clients dépensent. En termes de culture, c'est un peu diversifié. Et moi, je viens du Burkina Faso et je sais qu'un peu partout en Afrique, c'est bien, voilà, d'avoir de l'argent, mais c'est souvent mal vu, voilà, de l'exposer. Donc, culturellement, nous avons à analyser le comportement pour comprendre, voilà, nos clients ont quel background. Est-ce que c'est des clients qui viennent de cultures où, par exemple, ça ne pose pas de problème de montrer, d'être exubérant, de montrer voilà, ce qu'on possède. Donc, vous allez trouver que dans certaines cultures, ce n'était pas accepté. Même en Chine, ce n'était pas accepté, mais la culture a évolué aujourd'hui. La plupart des Chinois voilà, se montrent avec des sacs Louis Vuitton et voilà, des marques. À chaque fois, chacun veut montrer vraiment son statut en ayant ce qui nous a beaucoup marqué, c'est pendant la période de la pandémie au COVID. Le luxe a été l'un des seuls domaines dont COVID n'a pas eu d'effet. Quand je parle d'effet négatif, et peu importe avec la soi-disant restriction qu'on a eue, les grandes marques de luxe ont toujours fait un bénéfice. Cela réside à plusieurs niveaux. D'abord, on a remarqué que tout ce qui est e-commerce a eu un boom. C'était en tout cas dans la pensée collective des dirigeants du luxe, personne ne va acheter en ligne voilà, du parfum parce qu'il faut sentir, il faut toucher, il faut vraiment aimer la marque pour pouvoir le faire. Alors qu'en ligne, c'est difficile. Covid est venu faire démentir cela. On a eu beaucoup plus de gens qui ont acheté en ligne, voilà, parce que tout simplement les boutiques étaient fermées. Également, on pensait qu'avec la récession, les gens n'allaient pas dépenser, mais voilà, les plus grandes marques ont enregistré leurs plus grands bénéfices pendant cette période de COVID. Voilà. Quels sont les besoins voilà, dans le domaine du luxe? Ce que nous utilisons comme intelligence artificielle dans le domaine du luxe, c'est d'abord comprendre les tendances des clients. Bien évidemment, comme je dis, je viens dans un milieu où on a des données de masse, de transactions de clients dans des sites e-commerce, ainsi de suite. Mais là, c'est des produits qui coûtent excessivement cher. Et la petite anecdote, rien que les rouges à lèvres qui coûtent excessivement cher, d'ailleurs, nous pensions que chaque client achetait le rouge à lèvres et l'utilisait juste à la fin. Mais en analysant les tendances, on s'est rendu compte que les gens suivent la mode. Ils peuvent acheter un produit aujourd'hui, ne même pas épuiser la moitié, et parce qu'il y a quelque chose qui est en vogue, tout le monde se rue là-dessus. Donc, nous avons des algorithmes qui suivent voilà, les tendances des clients pour pouvoir anticiper. Le buzz des influenceurs. Comme je montrais au niveau de Christian Dior, nous utilisons des ambassadeurs. Voilà. Johnny Depp pour Sauvage, et puis voilà, d'autres stars pour Miss Dior, ainsi de suite. Donc, quand ces personnes réagissent sur Twitter ou bien sur Instagram, automatiquement, ça crée un buzz et ça se répercute. On n'a pas besoin que ce soit sur le territoire japonais ou bien chinois. Ça peut être aux États-Unis parce que beaucoup de gens au Japon suivent, par exemple, cet ambassadeur. Il suffit seulement qu'il y ait un buzz et voilà, et soit on part même en rupture de stock, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose que nous surveillons, voilà, de bout en bout. Les clients aisés. Il y a des clients qui ont une certaine capacité
voilà, de dépenser au niveau des marques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'appétit du luxe, un algorithme qui traite l'appétit du luxe pour savoir quel client a un certain appétit sur un certain nombre de produits. Et donc, on suit ces clients. Et il y a deux types de données, deux grands types de données. Il y a d'abord les données primaires, first party data. Ce sont les données que nous-mêmes nous avons. Donc, nous les collectons. Quand vous vous inscrivez sur le site, nous avons les données. Ce sont des données, en tout cas, de premier lieu. Et il y a les données de deuxième et troisième lieu. Les données de deuxième et troisième lieu, ce sont des données qui viennent d'ailleurs. Voilà. Ça peut être, par exemple, une boutique qui vend beaucoup de produits, dont nos produits, et que vous partez, vous achetez là-bas. Donc, les données ne nous appartiennent pas. Quand vous achetez nos produits, voilà, c'est des données de second degré, on exploite. Donc, le plus souvent, et ceux qui aiment le luxe vont aimer d'autres produits. Peut-être ils vont aimer les voyages. Ils vont acheter des billets d'avion, des bus first class, et ainsi de suite. Voilà. Classe business ou bien première classe. Donc, ce sont des clients vraiment qui sont des cibles que nous devons voilà, adresser. Donc, également, il y a des algorithmes à ce niveau que nous utilisons pour les communications. Il y a des clients de haute classe. Comme je disais, par exemple, si vous prenez le cas, par exemple, de la couture, une seule veste va coûter peut-être ce qu'on va vendre, par exemple, pour les produits de soins de beauté. Donc, ces clients qui sont d'une certaine classe, on a également des algorithmes pour les traiter. Voilà. Et en fait, voilà, il y a les jeunes de la génération Z. Et ce sont les jeunes qui sont nés avec une tablette dans la main, avec un téléphone à la main. Et eux, ils ont une autre manière voilà, d'interagir avec les trucs, les marques. Donc, nous avons également des algorithmes pour traiter les données de ces clients. L'objectif, bien sûr, étant de faire de plus, permettre à nos clients de bien utiliser nos produits, leur permettre de découvrir quel type de produits vont avec vraiment leur désir, ainsi de suite. Donc, au niveau de ces algorithmes, nous avons des activités que nous menons. Voilà. Les activités que nous menons, c'est la personnalisation. Ça veut dire que nous pensons que chaque client doit avoir vraiment quelque chose de particulier comme son ADN au sein des produits de luxe. Donc, nous passons de la simple personnalisation à ce qu'on appelle hyper-personnalisation. L'hyper-personnalisation, quand vous prenez par exemple ceux qui ont fait les classifications, vous prenez un client, vous voulez savoir quel type de client a le même comportement que ce client, vous faites une classification, vous prenez par exemple les transactions, le nombre de fois que la personne a acheté le même produit, la fréquence des achats et aussi comment on appelle, le volume en termes d'euros que la personne dépense. Et on essaie de voir qui d'autre a le même comportement, ainsi de suite. Mais là, c'est l'effet contraire. On zoome sur tout ça et on vous prend en tant qu'individu et on essaie de voir quelles sont les interactions que vous avez eues avec la marque. Voilà. Donc, de manière à ce qu'à l'instant T, nous puissions anticiper quelle sera votre prochaine action. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a acheté voilà, un produit, par exemple, pour les yeux, ainsi de suite, que la personne peut, par exemple, peut s'intéresser à ce qui est soin de beauté, ainsi de suite. Donc, il y a des algorithmes qui sont là pour faire l'hyper-personnalisation. La segmentation, on va voir une certaine catégorie et on va projeter pour communiquer avec eux, envoyer des messages, ainsi de suite. Donc, on fait des segments et au niveau de la base de données pour prendre ces clients et communiquer de manière effective. Le targeting. Le targeting est un nouveau produit qui vient de sortir et nous avons besoin de sélectionner parmi les clients qui a le potentiel d'acheter ce produit, qui peut aimer ce produit. Donc, nous sélectionnons également et puis nous faisons
nous faisons les communications. Il y a ce qu'on appelle A/B testing. Quand on a un produit ou bien quand on veut modifier le système, on essaie de faire des tests pour savoir c'est quelle disposition du produit qui peut attirer les gens, qui peut faciliter l'achat, ainsi de suite. Voilà, il y a les campagnes médias. Et les campagnes médias au niveau du luxe, c'est quelque chose qui prend beaucoup de ressources. Donc, à la télé, les pubs qui ne dépassent même pas 14 secondes, mais quand ça passe, par exemple, au niveau du Super Bowl, ou bien pendant la Coupe du Monde, pendant la pause au Japon, c'est Sauvage, par exemple, qui passait, on veut savoir quel impact cela a-t-il eu sur voilà, le business. Donc, on fait également des calculs là-dessus. Voilà. Donc, il y a omnichannel, ce qui veut dire qu'on peut acheter en ligne, on peut acheter au niveau des boutiques. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers l'omnichannel. Ça veut dire que nous ne vous forçons pas à choisir l'un ou l'autre, mais nous regardons c'est quoi vous préférez. Parce qu'on peut sauter, par exemple, d'une boutique physique, aller en ligne, aller sur WhatsApp, aller sur Facebook, aller sur Instagram. Donc, on ne vous oblige plus à aller dans un channel précis, mais on vous permet de choisir. Voilà, il y a la fidélité des clients, il y a l'analyse du sentiment. Qu'est-ce que les gens disent sur la marque? Est-ce que cela a un impact sur nous? Voilà à peu près un certain nombre d'activités que nous menons avec des algorithmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails des algorithmes, mais si vous voulez, je sais que vous pouvez me contacter et on pourra vraiment échanger là-dessus. Mais ce sont des algorithmes que nous utilisons pour pouvoir non seulement, comprendre le comportement de nos clients, deux, améliorer les services, les produits que nous avons, trois, essayer de voir s'il y a de nouvelles opportunités que nous ratons, et quatre, utiliser ces données comme moyen vraiment de monétiser voilà, nos produits. Je vais aller sur le deuxième volet de ma présentation qui est l'intelligence artificielle et voilà, l'emploi du je prendrai un exemple sur la société 5.0 du Japon. Le Japon, depuis 2017, a pensé que la société a vraiment évolué à un niveau où l'intelligence artificielle et puis l'humain seront obligés de cohabiter. Donc, ils ont fait une cinquième société. Après, bien sûr, la société de la chasse et de la cueillette, la société agraire, la société industrielle, société de l'information dans laquelle nous sommes et nous sommes en train de quitter cela maintenant pour la société de l'imagination, voilà, de la société elle-même. Donc, c'est un produit de la transformation digitale, de l'imagination et de la créativité pour résoudre vraiment les problèmes sociaux, mais aussi créer de la valeur. Donc, c'est une évolution de la société. Maintenant, l'évolution même de la société avec la technologie a toujours eu un impact sur l'emploi. Si on prend la société 1.0, nous vivions de la chasse, mais quand nous avons commencé à utiliser les outils, on n'avait plus besoin d'autant d'hommes pour les parties de chasse. Mais également, il y a les historiens qui disent que nous devons à cette forme de notre tête, à la découverte du feu, par exemple, qui a permis voilà, de bien mastiquer les produits et la viande qu'on cueillait, au lieu de les mastiquer crus, avec le feu, on a pu vraiment changer le truc. Et c'est ce qui a changé la forme de nos mâchoires et puis la forme de la tête. Donc, de manière générale, cette société, avec l'utilisation des outils, on a réduit le nombre de personnes déjà qui partaient à la chasse, ou bien on a augmenté, si on garde le même nombre, la productivité. Le deuxième aspect, c'est l'agriculture. Avec l'agriculture, nous remarquons que si même au Burkina actuellement, si vous avez un champ, vous êtes 3 à cultiver, le jour où on amène un tracteur, vous travaillez moins pour plus de résultats. L'outil injecté dans l'agriculture a permis également de réduire les tâches pour pouvoir augmenter la productivité.
C'était la même chose avec la machine à vapeur. Et beaucoup de gens ont commencé à dire, voilà, avec l'introduction de la machine, il y a des gens qui vont perdre leur boulot. Parce que tout simplement, on n'a plus besoin d'autant de personnes pour faire les tâches. Si on va plus loin, on verra avec la robotique, c'est pareil. Les robots vont venir remplacer l'être humain et les gens vont perdre le boulot. Dans les lignes de production des automobiles, c'était le cas par exemple. Voilà. Mais quand on regarde, à chaque fois que la technologie avance, la technologie a toujours modifié le travail, l'essence même du travail en tant que tel. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais l'homme a toujours également su se réinventer. Dans la société 5.0, il y a 3 composantes. Il y a les objets connectés, il y a le big data et il y a l'intelligence artificielle. C'est un niveau encore plus élevé que les autres. Et en témoigne ce que Sundar Pichai lui-même a dit, le CEO de Google, voilà, que l'IA, c'est la technologie la plus profonde que l'humanité ait vraiment créée. Et il trouve que c'est un peu plus profond même que la découverte, par exemple, du feu, de l'électricité et tout ce que nous avons vu dans le passé. Ce qui veut dire que la plupart des dirigeants des grandes entreprises qui ont une vision sur le futur, voilà, ont vu en l'IA quelque chose de très profond, de très transformateur. Et Holon IQ a fait une étude où ils ont trouvé depuis 2020 que les 50 pays qui ont eu vraiment l'idée d'avoir une stratégie nationale d'intelligence artificielle, voilà, représentaient 90% du PIB mondial. Cela dit à quel point voilà, on peut imaginer l'importance de l'intelligence artificielle. Mais en même temps, il y a une étude qui date de la même période de Dell technologique qui dit que 85% des jobs qui existeront en 2030 voilà, n'existent même pas dans nos plans de carrière. Et quand on regarde, on n'a pas besoin de repartir très loin. Quand on regarde depuis les années 2015 à aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a des boulots qui n'existaient pas et qui existent maintenant à cause voilà, de la technologie. Mais en même temps, il y a d'autres qui disparaissent. Donc, vous allez trouver par exemple que quand on prend le cas simple des télécentres qui existaient au Burkina Faso, aujourd'hui, il n'y a plus de télécentres. WhatsApp est venu voilà, remplacer le besoin d'aller biper quelqu'un pour qu'on te rappelle. Voilà. Donc, où sont ceux qui étaient dans les télécentres? On ne les voit pas dans les rues en train de choses. Ils se sont reconvertis à autre chose. Donc, de manière générale, le Forum économique mondial a dit que l'intelligence artificielle va créer beaucoup plus d'emplois, voilà, mais aussi va déplacer un certain nombre d'emplois. Et donc, ça veut dire que notre capacité d'adaptation doit être plus accélérée qu'avant. Comment se préparer pour voilà, la main-d'œuvre du futur? D'abord, il faut commencer par l'éducation. C'est le cas, par exemple, du Japon, où l'intelligence artificielle est enseignée depuis l'école primaire. C'est une volonté d'aller vers l'intelligence artificielle. Et vous allez comprendre qu'au Japon, la population est vieillissante, le taux de natalité est en deçà du taux de remplacement, qui doit être de 2,6 enfants par couple. Et donc, une population vieillissante, une retraite qui est repoussée à 70, mais ils investissent dans l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment de l'avenir. Si vraiment c'était quelque chose qui remplaçait l'homme en tant que tel, il n'allait pas le faire puisque ça va créer encore d'autres choses. Il y a les fonds pour la formation. Le Canada, par exemple, le Premier ministre avait créé, je pense que c'est dans les années 2019 à 2020 en allant, des fonds qui permettaient aux fonctionnaires d'emprunter pour se former pour les outils, pour les emplois de demain, pour être efficaces voilà, dans les emplois de demain. Il y a la diaspora, c'est le cas de la Chine, par exemple, qui a fait recruter 10 000 experts en intelligence artificielle pour revenir former
Et quand vous partez dans les villes comme Saint-Jean aujourd'hui, vous n'avez rien à envier, par exemple, au niveau de la vallée, la Silicon Valley. Il y a les organisations sous-régionales, par exemple Smart Nation, qui inclut Singapour, Malaisie, le Japon, le Canada et beaucoup d'autres pays de l'OCDE. Donc, c'est des concepts où ils ont créé des États basés sur l'intelligence artificielle. Il y a également l'éthique et la déontologie que nous devons avoir un œil là-dessus. Et enfin, ce qui est plus important, c'est qu'avec la disponibilité des ressources aujourd'hui, nous pouvons également nous auto-former. Beaucoup de gens me demandent si vraiment leur domaine sera perturbé par l'intelligence artificielle. Il y a 2 ans de cela, si vous me posez la question, je vais vous dire, oh, pour certains domaines, peut-être pas, mais ça m'a très vite rattrapé. En juin passé, j'étais à San Francisco pour une conférence où j'ai dit que l'intelligence artificielle vraiment généralisée, c'est carrément de l'utopie. Aujourd'hui, j'ai retiré mon mot. Avec ChatGPT 4, les choses sont en train d'être vraiment très accélérées. Et je pense qu'on aura l'occasion de discuter là-dessus. Mais regardez déjà, les développeurs avec Copilot, vous pouvez commencer à coder et aller accélérer vraiment à une grande vitesse. On n'a plus besoin voilà, de rester tard dans la nuit pour des codes, puisque tout simplement, on peut être plus avec. Il y a le domaine de la santé. Il y a même le domaine judiciaire. Aujourd'hui, l'IA arrive à gagner des cas que les meilleurs avocats que vous pouvez trouver. Et ceux qui pensent que l'intelligence artificielle ne peut pas apprendre de l'émotion, ils n'ont qu'à aller voir Baby X, où on apprend à la machine d'avoir de l'émotion, d'être effrayé, ainsi de suite. Ceux qui pensent également qu'au niveau de l'art, il n'y aura pas vraiment de choses, la perturbation, ils n'ont qu'à aller regarder comment aujourd'hui on programme par exemple des trucs de l'intelligence artificielle pour créer les plus belles symphonies. Il y a même de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui crée des scripts pour des films. Donc, si nous pensons que nous allons avoir un domaine qui ne sera pas touché, peut-être que certains domaines voilà, vont prendre plus de temps que d'autres, mais détrompons-nous, la plupart des domaines seront vraiment touchés par l'intelligence artificielle et il sera bon d'avoir le pas, en tout cas, à l'intérieur de la calebasse, voilà, et espérer pouvoir s'approprier et intérioriser selon notre contexte pour pouvoir développer de nouvelles solutions. Je pense par exemple à la cybercriminalité. Nous prenons par exemple le contexte du lobby. Nous pouvons utiliser le lobby pour faire des systèmes d'encryptage que beaucoup d'autres personnes ne pourront pas maîtriser. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons intérioriser pour pouvoir vraiment développer des solutions pertinentes. Donc, c'est la fin de ma présentation. Voici mes informations pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi. Voici les informations qui sont sur l'écran. Et voilà, sur ce, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je reste à votre attention. Merci. Allô? Docteur Kongolbo, merci pour votre présentation. Je pense que juste le temps que Docteur Kapando est bien. Donc, je suppose que voilà, donc vous pouvez le lire. Merci pour la présentation. Allô, j'ai une question au niveau du chat. Nous allons remercier Dr. Kongolo pour la présentation. Et c'est la séance en fait des questions, voilà, questions-réponses. Peut-être on commence par ceux qui sont en ligne, ceux qui ont des questions, et après on va revenir dans la salle. C'est plus simple. Je pense que dans le chat, il y a déjà des questions. Ok, donc tu peux si peut-être le docteur Kongolo. Oui, effectivement.
Donc, peut-être vous pouvez commencer avec. OK. Donc, je vais commencer par ça. Je vois la première question, c'est le sort réservé au secteur de l'enseignement secondaire et supérieur avec l'IA. Pour les élèves et les étudiants, et il y a une aubaine pour apprendre. En même temps, et il y a beaucoup de gens qui parlent d'un certain nombre de dangers. Le danger, ça sera vraiment de ne pas amener de la profondeur dans la réflexion. Vous savez que quand on est étudiant, on apprend à monter et à démonter des systèmes. C'est de manière simple. Ainsi, on conçoit, on monte et on démonte des systèmes. Alors que, surtout avec ChatGPT, beaucoup d'études ont déjà été faites. La récente que j'ai lue, c'est au niveau du MBA, où la machine, à l'aide de la machine, on peut se faire un MBA en moins de 2 mois. Ce que les gens prennent 2 ans pour aller faire comme chose, vous pouvez le faire en deux mois. Et ça sera très difficile vraiment de savoir que c'est l'intelligence artificielle qui est derrière. Donc, c'est le danger qui est là. Pour les enseignants, je pense que les enseignants doivent travailler de pair avec l'intelligence artificielle pour pouvoir donner vraiment de la profondeur dans le contenu qu'ils donnent aux élèves. Le monde est devenu tellement ouvert que je disais dernièrement à des religieux, y compris des prêtres et des imams, que si on ne fait pas attention, même dans nos prêches, nous allons nous mettre à prêcher des choses que les gens, les fidèles qui sont devant nous, s'y connaissent vraiment de manière exagérée. Voilà. Donc, si nous-mêmes, nous ne nous approprions pas de ces technologies pour comprendre au moins comment ça fonctionne, nous allons dire des choses, peut-être des contre-vérités, et les gens qui nous écoutent, on va perdre un certain nombre de crédits de confiance. Donc, dans l'enseignement, il y a ce risque qui est là également. Mais, comme je l'ai dit, à chaque technologie, il y a le bien fondé et il y a aussi le revers de la médaille. Donc, il faut surtout faire une balance et essayer de voir ce qui est bien fondé et prendre les mesures aussi pour ne pas subir le revers de la médaille. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'enseignement, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. Les difficultés de l'adoption de l'intelligence artificielle au Burkina Faso et comment parvenir à lever ces difficultés. Pas seulement au Burkina Faso, de manière générale en Afrique, et nous avons tendance à passer par des étapes. D'abord, le déni que la technologie, c'est quelque chose qui va vraiment changer. Deuxièmement, le marketing de la peur. Ah, il faut faire attention, ainsi de suite. Voilà. Et vers la fin, on se retrouve en retard. On l'a fait avec Internet. On l'a fait avec le cloud. Au début, et jusqu'à un passé récent, on disait que je ne mettrai pas mes données sur le cloud. Jusqu'à ce que nous-mêmes, on commence à faire le cloud, on comprend que non, en fait, c'est à peu près la même chose. Il suffit seulement d'avoir les méthodes pour se protéger et prendre ces méthodes pour pouvoir se protéger et il n'y a pas de problème. Alors que quand on fait trop le marketing de la peur, et il y a carrément une psychose autour de la chose et ça fait que les gens ont une certaine réticence. Voilà, donc je pense que ce n'est pas seulement au Burkina Faso. En Afrique, de manière générale, nous avons toujours traîné le pas à emboîter une nouvelle technologie. Je prends le cas simple de COVID. Quand COVID a commencé, à Taïwan, ils ont envoyé des médecins en Chine pour évaluer, savoir c'est de quelle maladie il s'agissait. Depuis longtemps, pendant que personne même ne parle de COVID. Et donc, ils ont étudié, ils sont revenus, ils ont dit non, c'est comme SARS, parce que Taïwan avait connu SARS à l'époque et ça a vraiment été une pandémie là-bas qui a créé beaucoup de dégâts. Et donc, ils ont commencé déjà à se préparer. Je pense que nous, en Afrique, nous devons faire la même chose. Même si on est sceptique par rapport à une technologie, envoyons 100 étudiants aller
faire un doctorat en intelligence artificielle, allez comprendre la chose et revenir dans nos universités. Vous allez voir, si nous-mêmes nous connaissons, nous avons des experts qui sont dans le domaine et qui parlent, qui font le marketing, au lieu d'écouter le marketing de la peur, les choses vont changer. Donc, je pense qu'à ce niveau, et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais ne pensez pas qu'au Burkina Faso, c'est pire par rapport ailleurs. Non, au Burkina Faso, on a déjà, en tout cas, au niveau du ministère de l'économie numérique, voilà, des initiatives dans ce sens. On a au niveau des universités, des initiatives. Aujourd'hui, nous sommes là pour voilà, cette conférence. Également, et voilà, des outils qu'il faut célébrer. Et je pense que ça va venir. Il suffit seulement qu'il y ait de la volonté et que les acteurs, vous, nous mettons ensemble pour pouvoir développer ces initiatives. Donc, il n'y aura pas vraiment de barrière. On a accusé un retard, mais je pense qu'avec l'aide de l'université virtuelle, Citadel, et puis voilà, les acteurs qui ont organisé cet événement, c'est une très bonne chose à célébrer au lieu de penser toujours à des, comment on appelle ça, des handicaps. Comment prendre position et lancer l'économie du Burkina Faso à travers l'intelligence artificielle. Il faut d'abord une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Je pense que le Bénin l'a déjà fait. Au Burkina Faso, ça peut être déjà en cours, mais il le faut. Ça veut dire qu'il faut une stratégie, une feuille de route. Tout le monde va suivre, que ce soit les startups. Voilà, tout le monde va suivre. Voici là où nous voulons aller avec l'intelligence artificielle. Que ce soit dans les écoles, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, dans l'agriculture, vous allez trouver des petits startups qui vont commencer à faire la réflexion. Au Japon, ici, on est passé au cashless parce que tout simplement, le gouvernement s'est levé et ils ont dit, nous voulons, à partir de 2030, avoir du cashless. Donc, toutes les entreprises ont commencé à faire voilà, des solutions cashless. Donc, je pense qu'une fois qu'on a une stratégie et que c'est publié, tout le monde, c'est là où nous voulons aller, voilà, les choses vont s'accélérer. Donc, je pense que c'est tout au niveau de... Si vraiment, je n'ai pas oublié. Il y a quelqu'un dans la salle qui a une question pour le docteur. Est-ce que ceux qui sont en ligne n'avaient plus de questions? Ok, il y a une autre question qui vient de... Okay. Une autre question dans le chat? Oui. OK. OK. Le contrôle de l'intelligence artificielle. Il faut se dire que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence programmée par voilà, des humains. Donc, de prime abord, il y a toujours un certain contrôle. Cependant, voilà, il y a un bémol là-dessus. L'intelligence artificielle sans contrôle peut exister parce que l'intelligence artificielle apprend sur des données. Où nous trouvons les données? Si nous prenons une certaine quantité de données et nous mettons au niveau de la machine va apprendre de ces données et va commencer à raisonner. Maintenant, si nous ouvrons cela directement sur Internet, Internet, c'est carrément un fleuve qui coule sans fin. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de données que la machine va apprendre. Ça veut dire que vous-même qui avez créé votre algorithme, si vous ne mettez pas de contrôle, la machine pourra continuer à apprendre de choses sur Internet et vous échapper. Deuxièmement, ça peut être aussi comme les applications que nous avons sur nos téléphones. Ça veut dire si quelqu'un arrive à prendre contrôle sur votre machine, la personne peut faire tout ce qu'elle veut avec votre téléphone, votre application. Donc, ce sont les risques comme ça qu'on retrouve. Mais ça veut dire quand vous faites un certain nombre d'algorithmes, il y a une certaine déontologie qui est là et que vous devez suivre, voilà, qui permet quand même de contrôler. Le côté extrême, c'est quoi? Ben, si c'est quelque chose qu'on peut aller débrancher, si c'est une machine, c'est des machines qui tournent. Donc, si c'est quelque chose qu'on peut aller débrancher, donc quand même, on peut aller débrancher. Mais pour le moment,
ce que nous voyons, par exemple, dans des films comme Transcend, où le programme se déploie automatiquement sur Internet et peut passer d'une machine à une autre sans contrôle. Et jusqu'à preuve de contraire, là, c'est toujours de la science-fiction. Mais également, comme j'ai dit, on n'en sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent sur ces genres d'algorithmes et ça peut être vraiment une menace. Qu'à cela ne tienne, quand on fait un algorithme, jusqu'à une certaine mesure, on a toujours le contrôle. Une question de l'ensemble. Docteur Komolbo, moi, ma question, c'est en lien avec les données dans notre contexte. Vous avez parlé tout de suite, tout est basé sur les données. Et si on veut résoudre des problèmes locaux, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des données au niveau de ça. Je pense que c'est un des gros défis dans notre contexte-là. Bon, je ne suis pas un expert de vrai, je suis consommateur, voilà, comme n'importe quel consommateur qui utilise une application. Mais je me dis que c'est quand même un gros défi dans notre contexte. Et comment pensez-vous, quelle est votre appréciation sur ce problème-là à notre niveau? Comment faire pour lever cette difficulté pour pouvoir déployer assez rapidement dans le secteur du développement? Une très belle question. Et l'intelligence artificielle se nourrit de données. Donc, sans données, vous avez beau travailler sur des modèles super intelligents, et ces modèles ne pourront pas vraiment aller très loin. Le problème en Afrique, effectivement, c'est la présence des données. Mais ce n'est pas seulement la présence des données, c'est la présence des infrastructures de collecte de données. Une fois que nous avons ces infrastructures en place, je pense qu'il y a une loi qui ressemble à la loi de Moore au niveau des données, qui dit que 80% des données qui sont dans nos data centers ont été collectées les 2 dernières années. Donc, ça va avec une puissance exponentielle qu'on se dit que si vous commencez aujourd'hui avec l'infrastructure qui permet de collecter, de sauvegarder les données, en 2 ans, vous allez avoir 80% des données, voilà, qui sont déjà disponibles. Donc, ça, c'est le moindre mal. Mais tous ceux qui ont déjà fait l'intelligence artificielle dans cette conférence-là vont vous dire qu'ils passent 80% de leur temps à nettoyer les données. Nettoyer les données veut dire que toutes les données ne sont pas structurées et les données ne sont pas sans biais. Et une fois que vous avez des données biaisées, ne vous attendez pas à un algorithme qui va vous rendre service. Et ces exemples sont les... Au niveau, par exemple, de Londres, il y a des cas, par exemple, où pour la détection des crimes, on passait le temps à mettre un certain nombre d'ethnies ou de races en prison parce que l'algorithme avait tendance, voilà, à prendre des choses. Au niveau des États-Unis, il y a l'emploi. La plupart des emplois, il y a eu un algorithme qui avait été développé pour aider les ressources humaines à recruter. Et comme on a introduit des données biaisées, aucune femme n'avait de boulot. Le boulot était toujours automatiquement attribué aux hommes. Parce que tout simplement, les données, il y avait plus d'hommes qui avaient truc. Aux États-Unis, pour les systèmes d'assurance, il y a une application qui tournait qui permettait de savoir qui, par exemple, a besoin de soins, voilà, pour pouvoir fixer les coûts de choses, d'assurance et d'assistance en pharmacie. Subitement, la plupart des Noirs n'avaient pas accès à ce service. Pourquoi? Parce que quand on introduisait les données, les Noirs vivent dans des banlieues et il n'y avait pas beaucoup de Noirs qui partaient dans ces hôpitaux. Et donc, quand on regarde, c'est comme si les Noirs ne tombent pas malades. Par contre, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès à ces hôpitaux. Donc, subitement, l'algorithme passait son temps à rejeter pour les Noirs. Il y a eu aussi la banque. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Quand les données ne sont pas bien ordonnées, ça crée des problèmes. Au niveau de la santé, par exemple,
Au Burkina, moi, j'ai reçu un référentiel, j'ai oublié le nom du référentiel, mais c'est un référentiel qui contient les symptômes et les différentes maladies. Et après, il y a les traitements et puis la posologie, tout. Voilà. Donc, je sais que s'il y a un médecin ou un personnel de santé et dans la personne doit savoir c'est quel document je parle. Voilà, c'est un document volumineux. Et là, je respecte vraiment nos personnels de santé parce qu'ils doivent mémoriser tout ça dans leur tête pour pouvoir, à chaque fois que quelqu'un vient, savoir que c'est le palu, c'est dengue, c'est ainsi de suite. Nous, on a pris ça et puis on a essayé de faire un modèle de prédiction. Mais ce sont des données qui sont figées. Maintenant, il faut qu'une fois que la plateforme est lancée, que ceux-mêmes qui sont sur le terrain, qui voient qui voient les symptômes qui n'existent pas dans le système, puissent les introduire et après vérification, faire le matching ou bien corriger, voilà, selon la maladie, ainsi de suite. Donc, il faut que l'infrastructure soit là pour pouvoir faire ces collectes de données. Et une fois que l'infrastructure est là, je pense que ça peut aller de manière plus rapide. Peut-être une dernière question dans la salle. Dernière question. OK. Merci, docteur, pour la présentation. Moi, ma question serait, quel est l'apport de l'intelligence artificielle dans le secteur des énergies du Burkina Faso? Quel serait l'apport de l'intelligence artificielle dans le secteur des énergies au Burkina Faso? OK, ça, c'est une très belle question. Et au lieu de répondre à cette question de manière chose, il y a plusieurs activités connexes autour de la production, non, on ne produit pas de l'énergie. En quatrième, on nous a appris ça, de la transformation de l'énergie. Voilà. Donc, ça veut dire que si nous prenons, par exemple, côté logistique, chez nous, il y a la Karma et voilà, la Maison nationale, la Sonabel, qui fournit l'électricité. Et aussi, voilà, il y a les énergies renouvelables qui sont. Au niveau de la Sonabel, je pense que jusque-là, nous utilisons plus d'hydrocarbures et quand bien même on a des centrales et d'énergie solaire, ainsi de suite, qui sont en train d'être construites. Mais l'essentiel, ça vient des hydrocarbures. Donc, côté logistique, déjà, c'est quelque chose qui peut améliorer. On a toujours un problème pendant la période de chaleur. Pourquoi ne pas se donner un défi? Et j'ose espérer que pendant le hackathon, il y a des gens qui vont avoir cette idée de voir comment aider à résoudre ce problème. C'est un problème, on a dit tout de suite, on doit utiliser cette intelligence artificielle pour trouver des solutions vraiment endogènes, des solutions à nos propres problèmes. Ça peut être quelque chose qu'on peut cheminer. Deuxièmement, si vous prenez l'énergie renouvelable, il y a une grande partie de l'énergie renouvelable doit être stockée quelque part. Donc, déjà là-bas, il y a également un problème de distribution, un problème de stockage. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons imaginer. Comment, si vraiment nous avons plus de 364 jours de soleil dans l'année, comment pouvoir économiser, voilà, au niveau des hydrocarbures, pour pouvoir utiliser au maximum les énergies renouvelables. Ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment étudié. Donc, je pense que dans ce sens, c'est ce que j'allais voir. Mais je n'ai pas vraiment la prétention d'avoir la solution par rapport à cela. Mais je pense que ça peut être quelque chose qui est posé sur la table pour vraiment discuter. OK. Je veux juste contribuer à ça. Dans le domaine des énergies, comme il a dit, hein, par exemple, dans le système de la Sonabel actuellement, ils ne stockent pas l'énergie solaire qu'ils produisent, par exemple, à Zatouli. Donc, ils ne savent pas à quel moment il faut augmenter, c'est-à-dire l'environnement va être faible, il faut augmenter la production du thermique. Réduire, par exemple, ce qu'on importe à un instant donné, ils n'ont pas ça.
Donc, avec les données qui sont enregistrées normalement par les différentes centrales, je pense que l'IA peut permettre d'anticiper sur les profils voilà, pour pouvoir produire suffisamment de thermique, par exemple, pour compenser ou réduire, parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de soleil dans les une semaine à venir. On regarde les données du passé, et tout ça, ça peut aider. Et puis aussi au niveau des habitations. Vous savez, actuellement, les mesures d'efficacité énergétique, c'est une des voies pour... il y a les énergies renouvelables, il y a aussi l'efficacité énergétique. Ça dit, c'est qu'on produit déjà, optimiser l'utilisation de l'énergie. Alors, comment on le fait? Vous savez, il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui, des lampes, des systèmes d'extinction automatique de la lumière, et ainsi de suite. Et pour le moment, ce qu'on installe, ce sont les outils qu'on utilise, ce sont des outils qui sont basés sur des profils de consommation dans d'autres pays. Nous, on a des habitudes d'utilisation, souvent la climatisation, la porte est ouverte, par exemple, et nos réalités de consommation sont différentes des réalités de consommation dans d'autres pays. Alors, un travail qui peut être fait, par exemple, c'est en fonction des profils d'utilisation, de consommation de l'énergie dans les différents secteurs au bilan, que ça puisse être utilisé pour générer des outils adaptés à notre contexte qui permettent d'optimiser l'utilisation de l'énergie. Justement, personnellement, j'avais commencé une thèse, une étudiante qui devait faire une thèse de doctorat avec moi. Et justement, j'allais faire intervenir Citadel. Mais bon, c'était une bourse nationale. Il se trouve qu'elle a eu une bourse internationale. Et donc, elle est dans son programme et je suis dans son comité de thèse. En tout cas, belle contribution. Vous avez parfaitement raison. Je pense que, et je ne sais pas le dossier se trouve où, mais parce que notre juridiction ici court avec Singapour, donc j'ai eu vent de ce projet de Smart Cities qu'on avait fait avec Singapour pour la ville de Ouagadougou, par exemple. Donc, ça rentre dans ce cadre. Comprendre le comportement en termes de consommation, que ce soit consommation énergétique d'eau, mais aussi la production de déchets, pour permettre vraiment d'assainir la ville et permettre une utilisation plus efficiente des ressources. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose, une fois qu'on a les données, ça peut se faire. L'exemple des plaques solaires dont vous avez parlé, et ceux qui ont déjà traversé, par exemple, la Californie pour aller vers Las Vegas en voiture, au niveau de Death Valley, vous allez trouver carrément des champs de panneaux solaires, mais personne n'intervient. Ça veut dire que peu importe l'inclinaison du soleil, ça tourne pour, en tout cas, s'orienter vers le soleil et ça ajuste les différents capteurs également pour la production énergétique. Effectivement, si on a un bon scheduler, on peut pouvoir dispatcher cette électricité dans les endroits où le besoin se fait sentir, ou peut-être, si on n'a pas la capacité de les stocker, de les envoyer là où on peut les consommer de manière plus efficace. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'intelligence artificielle peut aider. Merci, docteur. Bonjour. Moi, je voudrais juste vous poser une question par rapport aux données. Ici, au Burkina Faso, en fait, vous avez parlé d'infrastructures. Un manque d'infrastructures, en fait, pour mettre en place l'intelligence artificielle ici. Maintenant, pour le stockage, en fait, de données, qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis, en fait, des pays extérieurs comme la Chine, les États-Unis, etc., etc. Est-ce qu'on doit stocker nos données un peu à l'extérieur ou on doit vraiment faire de grandes infrastructures pour les stocker ici à l'intérieur? Je pense que pour une sécurité numérique, nous devons stocker nos données prioritairement chez nous. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas uniquement là où les données sont stockées. Le problème, c'est comment nous arrivons à les sécuriser. Si on les stocke chez nous et
on n'a pas la capacité de les sécuriser aussi, ça revient à la même chose. Aujourd'hui, nous vivons dans un espace planétaire où il n'y a pas vraiment de frontières. Donc, si on n'est pas protégé, on sera attaqué. Et ce n'est pas seulement chez nous. Même le trésor en Australie a été attaqué. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement la localité, mais c'est de trouver les voies et moyens pour pouvoir sécuriser les données. Sinon, toutes choses étant choses égales, je pense que c'est mieux d'avoir les données sur place. Mais il faut investir dans les compétences humaines pour pouvoir protéger les données. Également, il faut se dire que ce n'est pas toutes les données qu'on pourra stocker chez nous. Il faut aussi dire la vérité. Parce que vous qui êtes là, par exemple, vous partagez des données avec d'autres personnes et ces données ne sont pas sauvegardées dans nos infrastructures. Nous avons des gadgets que nous utilisons qui sont souvent connectés avec des systèmes qui sont stockés sur place. Donc, en fin de compte, ce n'est pas la localisation du truc, c'est la sécurisation même des données qui doit être mise en exergue ici. Il y a des pays qui hébergent leurs données ailleurs sans souci. L'Estonie héberge ses données au Luxembourg et puis il n'y a pas de problème. Voilà. Quand bien même qu'à l'intérieur de l'Estonie, ils ont déjà été attaqués. Voilà. Donc, il suffit seulement de mettre l'accent sur la sécurité et je pense que nous pouvons y arriver si vraiment il y a de la volonté. Donc, pour répondre à votre question, je suis pour que les données restent chez nous. Merci. D'accord. Donc, merci bien, docteur, pour tous ces éclaircissements et aussi pour la présentation avec un contenu très riche. Je pense que maintenant,